Tout de suite la politique et c'est l'heure d'Élysée 2012. Nous recevons ce soir Florian Philippot. Étoile montante de la galaxie FN, il aura été le directeur de campagne de Marine Le Pen. Il est aujourd'hui porte-parole du Front National pour les législatives et espère l'entrée d'un maximum de députés frontistes à l'Assemblée nationale. On lui demandera combien, à commencer par lui. Enfin, il l'espère, il est candidat dans la 6e circonscription de Moselle sous l'étiquette Rassemblement Bleu Marine. Bonsoir à vous, Florian Philippot. Bonsoir. On va commencer, si vous le voulez bien, avec les déclarations de Christine Lagarde qui a mis le feu aux poudres ce week-end en estimant dans une interview au Guardian que les Grecs devraient commencer par s'entraider collectivement et ce, en payant tous leurs impôts. Est-ce que cette phrase vous choque ? Cette phrase, mais surtout une autre aussi, où elle dit « j'ai plus de pitié pour les enfants d'Afrique », comme si on pouvait faire de la gradation dans la misère et dans la compassion. Moi, je trouve ça choquant, mais révélateur. Voilà, elle a simplement montré le vrai visage du FMI et de ses institutions supranationales qui sont au service des puissants, qui sont au service des puissances financières. Précisément, quand elle dit « j'ai plus pitié d'un enfant africain que d'un enfant grec ». Parce que là-bas, il y a la résurgence d'épidémies qui ont disparu, parce qu'il y a du malheur partout. Il y a du malheur en Afrique, il y a du malheur en Grèce, il y a du malheur dans beaucoup d'endroits. Il ne faut pas faire de gradation comme ça. Et je trouve extrêmement choquant qu'elle ose dire cela alors que les Grecs sont saignés, que le salaire minimum grec a baissé de 22% en un an, que les retraites grecques ont baissé de 50% en 2 ans et que rien n'est réglé. Évidemment que les Grecs doivent faire des efforts, doivent payer leurs impôts, qu'il faut moderniser l'État grec. On le sait très bien qu'il y a des défaillances de l'État grec. Mais écoutez, la solution et la voie qu'on a empruntée n'est pas la bonne. Ça n'est pas la bonne solution. Et le FMI en est parfaitement responsable. Et partout où le FMI est intervenu, c'est un raté. Et bien là, cette politique, c'est encore un raté. Et c'est un raté avec la complicité de l'Union européenne et de l'UMP et du Parti Socialiste. Parce qu'en France, les relais de Mme Lagarde, c'est l'UMP et le Parti Socialiste qui ont voté tout ça. On y vient, vous ne l'avez pas cité. François Bayrou, lui aussi, était choqué ce matin par ces propos de Christine Lagarde. J'ai trouvé que le Fonds monétaire international et Christine Lagarde devraient s'exprimer de manière différente pour des peuples qui sont en souffrance. Moi, je n'aime pas qu'on mette les peuples en cause et les plus fragiles en cause. Ce sont eux qui paient les pots cassés des crises que d'autres ont décidées et que, c'est vrai, une espèce de consensus, une espèce d'accord général à préserver pendant longtemps. Mais les gouvernants grecs, de gauche et de droite, sont éminemment responsables de la situation qui a été créée. Une réaction à cette déclaration de François Bayrou. Pour vous, quelle est la solution? Il faut qu'on abandonne les Grecs? Non, mais écoutez, il y a un petit peu d'hypocrisie quand même dans ces propos-là. Monsieur Bayrou, comme les autres, comme l'UMP et le PS, je disais, ont soutenu ce système-là. Voilà, on fait semblant de découvrir l'horreur d'un système, mais qu'on soutient par ailleurs par ses votes et par la signature de traités européens qui vont dans le même sens. Pour être précis pour nos téléspectateurs, quand vous dites l'horreur de ce système, le système c'est quoi? C'est l'euro? C'est un système, tout ça est lié, c'est un système qui fait que nous sommes obligés, nous, Français, comme les Allemands par exemple, de nous endetter pour payer la dette des autres. Mais en réalité, la dette des autres, elle sert à quoi? Elle rembourse des dettes. Elle rembourse des dettes qu'on doit aux banques. Donc finalement, ça ne profite pas au peuple. Et en contrepartie, on demande à ces peuples-là, à ces pauvres peuples, on demande des efforts. Mais c'est même plus des efforts, je veux dire, c'est des sacrifices. On sacrifie l'éducation, on sacrifie la sécurité, on sacrifie tout, on sacrifie les retraites. Pourquoi vous dites pas c'est la faute de l'euro? Pourquoi vous le dites pas? Mais c'est en partie la faute de l'euro. Mais le FMI est intervenu dans d'autres pays où il n'y a pas l'euro. Mais ici, effectivement, on s'acharne à soutenir artificiellement une monnaie unique qui produit partout des drames. Parce qu'en Irlande, ça ne va pas beaucoup mieux. Au Portugal non plus, en Espagne non plus, en Italie non plus. Et on voit bien qu'il y a un cercle vicieux. Et on nous avait dit que c'était terminé. Je me souviens de Nicolas Sarkozy qui disait la crise est derrière nous, c'était au mois de mars. Et le Parti Socialiste aussi. Bien non, il faut maintenant se mettre autour de la table entre Européens et se dire ce système-là est en faillite, il faut changer ensemble, mettre fin à une expérience qui ne marche pas et mettre fin à cet ultralibéralisme qui ne marche pas. Alors il y en a deux qui étaient autour de la table et qui pensent aussi que l'ultralibéralisme ne marche pas, Alice. Oui, notamment Alexis Tsipras, le leader de la gauche radicale grecque, qui est très en vogue en Grèce, on l'a vu lors des résultats des dernières élections législatives, très en vogue aussi en France puisqu'il est venu récemment rencontrer Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'elle vous fait peur à vous, cette gauche radicale? Mais écoutez, non, c'est pas qu'elle me fait peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est la situation en Grèce. Parce que ça peut conduire à n'importe quoi. Ça peut conduire même peut-être demain, on ne sait pas, une révolution, bien un coup d'État. On l'a connu, on sait ce que c'est ça, on l'a vu dans le passé. Moi, je voudrais qu'on se mette autour de la table et qu'on réfléchisse enfin sans avoir des œillères idéologiques. Qu'on se dise, voilà, ça fait 2 ans qu'on essaie de faire des sommets de la dernière chance. À chaque fois, on nous dit que c'est sauvé, ça n'est pas le cas. Alors réfléchissons. Est-ce que cette monnaie-là est viable? Est-ce que l'euro est viable?
Est-ce que l'Union européenne, dans ses règles absurdes, est viable? Est-ce que le libre-échange qu'on impose à ces pays-là, qui nous fait déjà tant souffrir en France avec les délocalisations et les fermetures d'usines, est viable? Bien non. Non, nous disons, nous, qu'il faut le protectionnisme raisonné aux frontières pour réindustrialiser notre continent, pour réindustrialiser la France, et que manifestement l'euro qu'on nous a vendu comme une monnaie formidable qui allait tout régler est un formidable échec surtout. Donc cette gauche radicale Tsipras-Mélenchon, ni ne vous fait peur, ni ne vous fait réagir, vous répondez sur l'euro. Bah écoutez, moi je ne sais pas exactement... Elle est en vogue cette gauche radicale en soi. Oui, mais je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière. Si c'est le même programme que M. Mélenchon, alors ça ne sert à rien. En tout cas, vous avez un ennemi commun finalement. Mais écoutez, M. Mélenchon, c'est quoi? C'est l'ouverture des frontières. Il a passé 31 ans au Parti Socialiste, donc il est responsable de ça aussi. M. Mélenchon, il a dit oui au traité de Maastricht tout de même. Enfin, le traité de Maastricht, il est en partie responsable aussi de ce qui se passe maintenant. Les règles, elles étaient déjà dans le traité de Maastricht. Donc, non, c'est pas la solution. La solution, c'est le patriotisme économique et social. C'est pas l'extrême gauche, c'est pas ces solutions-là qui marcheront. C'est bien, on l'a vu dans le passé. Vous dites que la solution n'est pas l'extrême gauche. Est-ce que la solution, en tout cas en Grèce, est-ce que c'est l'extrême droite? L'Aube dorée, le parti ouvertement néo-nazi, a réussi à faire rentrer 21 députés lors des dernières élections. Les élections maintenant vont être refaites le 6 mai prochain, le 17 juin prochain pour être précis. Est-ce que vous souhaitez que cet homme, que l'Aube dorée, fasse le même score? Est-ce que c'est ça la démocratie? Non, vous voyez où ça nous mène? Vous voyez où l'horreur de cette situation nous mène? Vous voyez où l'intervention de l'UE, du FMI, de la Troïka nous mène? L'entrée néo-nazie au Parlement? Voilà, c'est beau l'Europe. Ah, c'est beau l'Europe. Ça devait être la paix, ça devait être la prospérité. On a une extrême gauche radicale et les néo-nazis qui rentrent au Parlement grec. Ah bravo, moi j'applaudis des deux mains. Vous le regrettez? Bah évidemment, enfin, c'est épouvantable. Mais tout ça est épouvantable. On est en train de faire mourir un peuple, de faire mourir quand même le berceau de la démocratie. Et puis, je vous le dis, ça se contamine. C'est en train de se contaminer, de se propager dans d'autres pays de la zone euro. Et nous disons depuis des mois et des mois qu'il y a une solution. Il y a une solution, mais il faut accepter de considérer que l'État-nation est le cadre pertinent pour agir au point de vue politique, démocratique, économique et social. C'est notre solution et je crois que nous sommes les seuls à le dire avec sincérité et pas simplement pendant les campagnes électorales comme l'UMP ou le Parti Socialiste. On va revenir en France et ça ne vous a pas échappé, j'imagine. Aujourd'hui, c'est le lundi de Pentecôte, jour férié devenu journée de solidarité. Une question toute simple, est-ce que vous avez travaillé, vous, aujourd'hui ? Moi, j'étais dans ma circonscription, oui, en Moselle. Donc vous avez fait campagne. J'ai fait campagne et j'ai rencontré pas mal d'électeurs, effectivement. Cette journée de solidarité pour les personnes âgées est utile, Florian Philippot? C'était pas une solution idéale et j'espère qu'on va pas, parce que j'entends les projets, d'en faire une deuxième, puis pourquoi pas une troisième, puis nos jours fériés se réduiront comme peau de chagrin. Bon, ça, c'est pas la solution. Il faut éviter d'en avoir une deuxième. Maintenant, les choses sont faites. Il faut surtout vérifier où va l'argent. Voilà. Est-ce que l'argent va vraiment aux personnes âgées? Est-ce que l'argent va vraiment à la dépendance? C'est ça la vraie question. Des rapports, par exemple le rapport de l'IGA, c'était assez inquiétant de ce point de vue-là, puisqu'il disait que l'argent n'allait pas forcément là où il devait aller, où c'était prévu. Écoutez la ministre Michèle Delaunay, la toute nouvelle ministre déléguée chargée de la dépendance, justement. Là où François Hollande a pris des engagements, c'est de ne pas faire ce qu'a fait le quinquennat précédent, à savoir repousser toujours cette grande loi sur la dépendance. Nous la ferons. Je ne peux pas donner d'agenda. Cela demande de mettre ô combien autour de la table tous les acteurs financiers y compris. Nous savons seulement que la solidarité nationale, c'est-à-dire, disons-le simplement, la sécurité sociale, y prendra une part majeure. Une réaction, est-ce que vous êtes satisfait de ces premiers mots de la ministre en charge de ce dossier? Je demande des clarifications, parce que j'ai entendu la dernière phrase, la sécurité sociale y prendra une part majeure, donc il y aura une part d'assurance, une part privée, donc des inégalités et des injustices. Non, il faut créer cette branche de la sécurité sociale qu'avait effectivement promise Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas ce que fera François Hollande, mais ça, c'est pas très rassurant, très honnêtement, parce que c'est assez ambigu. Et dès qu'il y a de l'ambiguïté, généralement... Elle a dit qu'il y a de la négociation pour l'instant. Il y a de la négociation, mais il y a quand même une phrase très ambiguë. Moi, je dis qu'on peut faire cette branche pour la dépendance, mais ça nécessite de faire plusieurs choses. D'abord, il faut financer. Une partie des droits de douane, on l'a dit, affectée au financement. Il faut faire des économies, notamment sur la fraude sociale qui n'est pas suffisamment combattue. Créons la carte vitale biométrique, c'est 1 milliard d'euros par an. Et puis, faisons contribuer... Vous la payez comment, la carte vitale biométrique? Il faut la mettre en place. On a bien fait le passeport biométrique. Ça coûte cher.
ça coûte en tout cas beaucoup moins cher que ce que ça rapporte. Ça permet de lutter contre la fraude sociale. Puis maintenant, on a les logiciels puisqu'on a fait les autres cartes biométriques. Et puis, il faut mettre en place une taxation des revenus du capital. Parce qu'aujourd'hui, c'est que le travail qui finance la sécurité sociale et la protection sociale. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas aux travailleurs de financer simplement. C'est aussi aux détenteurs de revenus du capital. Il faut davantage taxer, par exemple, les stocks options. Chaque année, on perd 3 milliards d'euros, nous disait la Cour des comptes, parce qu'on ne les taxe pas suffisamment. Et ça permettrait, si vous voulez, d'alléger un peu la fiscalité sur le travail, parce qu'aujourd'hui, ce sont les travailleurs qui payent, et ça, c'est pas normal, et c'est pas efficace du point de vue économique. On va parler des travailleurs tout de suite avec la grande journée, la grande semaine sociale de Jean-Marc Ayrault, le nouveau Premier ministre qui reçoit demain les syndicats pour préparer la grande conférence qu'ils veulent faire le 14 juillet. Qu'est-ce que vous attendez du Premier ministre sur ces questions-là? Et après, on va les décliner point par point. On va le laisser s'exprimer. Vous savez, j'aime pas parler tout de suite alors qu'il y a le gouvernement à une semaine. On va voir ce qu'il va faire. Mais encore une fois, une nouvelle conférence sociale, un colloque ou je ne sais quoi, on en a connu déjà 72 ces 10 dernières années. Pour parler des questions de salaire ou pour parler des questions d'emploi. Et ça n'a jamais mené à rien. Il y a même un ancien président de la République, M. Mitterrand, qui disait sur l'emploi... désolé, on a tout essayé, ça ne marche pas. Non, on n'a pas tout essayé. Mais là, c'est le premier du nouveau gouvernement, alors oui, il y a bien des choses à en attendre. Il y aura une belle photo, mais à part ça... Voilà, moi je ne suis pas très optimiste parce que dans le projet de François Hollande, moi je regarde le projet tout simplement, je ne veux pas faire de procès d'intention, il n'y a rien sur les vraies mesures de réindustrialisation, sur le soutien aux TPE, aux PME, aux PMI, sur la nécessité, je le disais, de lutter contre la concurrence internationale déloyale qui vient de Chine, d'Europe de l'Est par exemple, et qui tue notre industrie, qui fait que chaque année il y a 300 usines qui disparaissent en France. C'est ça les mesures qu'il faut prendre. Et là... j'entends pas grand-chose. Et justement, il y aura un sujet qui sera au cœur des discussions, c'est la CGT qui va remettre au Premier ministre sa liste noire des plans sociaux. 46 entreprises en difficulté, c'est-à-dire 45 000 emplois menacés. Est-ce que selon vous, il faut les éviter, ces plans sociaux, ou finalement cette réalité est inévitable? Il faut les empêcher, est-ce qu'il faut les interdire, les plans sociaux? Non, on ne va pas interdire, attention de ne pas créer n'importe quoi, mais de toute façon, ils ne le feront pas, parce que c'est interdit par les règles européennes qu'ils ont eux-mêmes signées. Ce qu'il faut, c'est prendre le problème à la racine, parce que moi, je veux bien qu'on envoie M. Montebourg, qui sera un ministre médiatique, on l'a bien compris malheureusement, qui ira courir les plans sociaux comme en son temps Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, courait les émeutes, sans plus de succès, j'ai l'impression. Il y a un fonds stratégique d'investissement. Il y a un fonds stratégique d'investissement qui a été créé. Il doit intervenir pour les cas les plus difficiles, quand il y a un enjeu stratégique, quand il y a un enjeu important dans un bassin d'emploi. Dans quel cas? Donnez-nous des exemples. Je ne sais pas, par exemple... Pour les 46 entreprises. Par exemple... je ne les connais pas toutes, mais par exemple la sidérurgie, ça me paraît être un enjeu stratégique. Par exemple. Oui, voilà. Par exemple, le fonds stratégique, de chez vous. Le fonds, exactement, mais le fonds stratégique d'investissement, il pourrait intervenir, il devrait intervenir, mais ça n'est pas suffisant. On ne peut pas simplement jouer les pompiers de service parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent et parce que ça c'est pas une vraie politique. Ça c'est une politique médiatique. Ce qu'il faut à côté, c'est aussi prendre des mesures de fond. Et j'en reviens toujours à cette question lancinante de la régulation de la mondialisation, à cette question du patriotisme économique, au fait par exemple que l'État doit et devrait acheter français. Et c'est le sens de notre loi Achetons français, qui existe aux États-Unis, qui existe au Canada, qui existe au Brésil, qui devrait exister en France. Nicolas Sarkozy voulait mettre en... C'était dans le programme de Nicolas Sarkozy. Oui, il voulait faire tellement de choses, mais il a eu 5 ans pour le faire. Il avait 5 ans pour le faire, il ne l'a pas fait. Alors, il faut faire ses protections aux frontières, ses droits de douane. Les droits de douane ciblés intelligents, ça a un effet immédiat. Le SMIC. Jean-Claude Maillet, secrétaire général de FO, qui sera demain donc à Matignon, veut un vrai coup de pouce pour le SMIC. On l'écoute. Il y a coup de pouce, il n'y en a pas eu depuis 6 ans. Et encore, il y a 6 ans, c'était 0,3 le coup de pouce. Vous voyez, c'est pas avec ça qu'on fait la fête, faut être clair. Donc nous avons un objectif, je le répéterai demain au Premier ministre. L'objectif, c'est que le SMIC puisse atteindre 80% du salaire médian. Ça représenterait aujourd'hui 1 340 € net. Alors on n'a jamais dit qu'on voulait faire ça en une fois, mais il faut avoir cet objectif et tendre progressivement vers cet objectif. Ceci étant, le coup de pouce, il doit être le plus fort possible. Si c'est pour nous faire un coup de pouce de 0,3 ou 0,4, attendez, les gens vont se dire on se moque de nous, quoi. Est-ce que selon vous, il faut augmenter le SMIC? Et si oui, de combien? Moi, je pense qu'il faut augmenter les salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC. Je reprends une proposition qu'on a faite pendant la campagne présidentielle, très précise et financée. Parce que la difficulté, si on augmente d'un coup de 10% le SMIC, par exemple, on sait, ça fait fermer la moitié des TPE, des PME françaises, des petites entreprises. Donc finalement, on a un effet contre-productif. On crée du chômage. Et donc, on baisse les salaires. Non, ce qu'il faut, c'est augmenter les salaires, mais l'État doit prendre en charge 200 € de cotisation sociale salariale. Donc, ça ne coûte rien à l'entreprise. Et en contrepartie, parce qu'il faut bien le financer, eh bien, il faut mettre en place une contribution sociale à l'importation. On taxe de 3% les importations qui rentrent en France. Et ça finance l'augmentation immédiate de 200 € des salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC, c'est-à-dire 1 500 € net par mois. Et on ne touche pas au SMIC. Le SMIC, on peut l'augmenter, c'est prévu.
voilà, on peut faire une augmentation un peu supérieure à l'inflation, mais si on fait cette mesure-là, ça augmente aussi le SMIC, parce que c'est jusqu'à 1,4 fois le SMIC, de 200 €. On va parler, si vous le voulez bien, un mot d'international et de la Syrie. Plus de 100 morts vendredi à Oula, dont presque 50 enfants. Même la Chine, proche de Bachar al-Assad, demande une enquête immédiate. Aujourd'hui, François Hollande a réagi. Il veut que le régime syrien réponde de cette folie meurtrière. Est-ce que vous condamnez ce qui se passe en Syrie ? Bien sûr que je condamne. Bien sûr que je condamne et qu'on demande un éclaircissement et une enquête le plus rapidement possible. Parce qu'il y a un plan de l'ONU qui doit s'appliquer, le plan de M. Annan. Il faut effectivement qu'il s'applique. Mais le plan de M. Annan ne marche pas, alors on fait quoi ? Eh bien, on essaie de renforcer les négociations et la diplomatie. Parce que sinon, ça veut dire que l'être humain n'est plus capable de régler ses problèmes autrement qu'en se tirant dessus. Et je ne veux pas croire ça de l'être humain. J'ai une vision plus haute que ça. Florian Philippot, quand le gouvernement parle de folie meurtrière, les termes ne sont même plus diplomatiques. Est-ce que ça ne veut pas dire justement que la diplomatie a montré ses limites, qu'elle n'est plus efficace ? Non, quand on dit ça, généralement, c'est qu'on s'engage à faire le pire. Et le pire, c'est ce qu'on a fait, par exemple, en Libye, où on est intervenu parce qu'on nous a dit la diplomatie ne peut plus rien faire, et on a fait la catastrophe absolue en Libye. On a installé les islamistes, on a installé la charia comme loi. Il n'y a plus beaucoup de reportages, mais il faut voir ce qui se passe aujourd'hui en Libye. C'est épouvantable. Et Kadhafi est mort. Oui, et Kadhafi est mort, et puis on a mis qui à la place ? Voilà. Alors je ne dis pas que Kadhafi c'était bien, c'est pas nous qui l'avons reçu en grande pompe à l'Élysée, dans sa tente. Oui, mais la diplomatie doit agir plus efficacement. Une intervention en Syrie, si on... Parce que je crois que ça risquerait de mettre au pouvoir les islamistes et que ça risquerait finalement de remplacer un mal par un plus grand mal encore. Alors je sais que c'est toujours compliqué, cette histoire est extrêmement délicate, mais il faut essayer de raisonner intelligemment et de croire aux vertus de la diplomatie, mais une vraie diplomatie, une diplomatie ferme. 10 et 17 juin prochains, ce sont les législatives. Vous êtes concernés, vous êtes candidat pour le Front National, ou plus exactement pour le Rassemblement Bleu Marine. Quel est le pire des scénarios pour le Front National? Est-ce que ce serait la majorité totale pour le PS ou est-ce que ce serait une cohabitation immédiate? Le pire des scénarios, ce serait qu'on n'ait pas d'élus, parce que ce ne serait pas la démocratie. Voilà. Ça, c'est pour le FN. Mais 6,5 millions d'électeurs de Marine Le Pen qui ne seraient pas représentés à l'Assemblée nationale, ce ne serait pas la démocratie. Ça, c'est pour le FN. Mais pour la France, qu'est-ce qui est le pire pour vous? Est-ce que c'est le PS qui gagne ou est-ce que c'est une cohabitation immédiate avec l'UMP aujourd'hui fait campagne pour avoir une cohabitation, alors qu'il nous expliquait il y a 5 ans que c'était l'horreur parmi les horreurs, donc c'est pas très crédible tout cela. Moi, vous me demandez de choisir entre finalement la peste et le choléra. Un gouvernement socialiste, ça ne me fait pas du tout plaisir. Une cohabitation, j'y crois pas une seconde. Il n'y aura pas de cohabitation, il faut être clair et net. Il y en aura combien de candidats? Il y aura combien de députés Front National? Le plus grand nombre possible. Combien? 2, 3, 4? Je ne peux pas vous dire parce qu'on a un mode de scrutin absurde qui dit qu'il faut faire 12,5% des inscrits. Donc ça dépend de la participation. Alors je n'ai pas de boule de cristal, je ne connais pas la participation. Mais s'il y avait le mode de scrutin qu'on propose, démocratique, qui existe dans 23 pays de l'Union européenne sur 27, c'est-à-dire la proportionnelle intégrale, on en aurait au moins 100. Ce serait quand même mieux pour le débat. Ça éviterait quand même ce faux débat entre l'UMP et le PS. Ça nous permettrait de faire un peu souffler et respirer la démocratie, parce qu'on incarne non seulement des nouvelles idées, mais aussi une nouvelle génération. Et c'est important en politique. On va revenir sur cette déclaration assez récente de Marine Le Pen qui a affirmé qu'à titre exceptionnel au second tour, là où le Front National ne sera pas présent, le FN pourrait soutenir certains candidats UMP ou PS en fonction, je cite, de leurs valeurs humaines. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Expliquez-nous. C'est en fonction surtout de la valeur humaine de celui qui est en face. Parce que plus qu'un soutien pour quelqu'un, ce serait d'ailleurs très exceptionnel. Voilà, si on est au second tour, on se maintient dans tous les cas. Et la plupart des cas, quand on n'est pas là... Si vous n'y êtes pas. Oui, la plupart du temps, on ne pourra pas choisir. Ce sera UMP ou PS, c'est la même politique. Et le même laxisme, la même Europe. Vous pouvez donner un exemple où vous choisirez de soutenir un candidat? Non, mais on l'a dit, par exemple, dans certains cas, s'il y a ce qu'on a appelé un affreux. Voilà, un affreux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des casseroles ou qui n'a pas, dont on considère qu'il n'a rien à faire dans une assemblée. Par exemple, on a dit, est-ce que M. Tron doit être député? On ne le pense pas. Est-ce que M. Kucheda, dans le Nord, socialiste, qui a des démêlés probables avec la justice, d'après son camarade socialiste qui a écrit sur lui, M. Dallongeville, est-ce qu'il doit être député encore? Je ne pense pas. Voilà, mais là, la question ne se posera pas parce que notre candidate sera au second tour. Mais c'est ça la question qu'on pose, c'est la question de la moralisation de la vie politique française, parce qu'on y tient énormément. Un dernier mot, Florian Philippot, accusé par le MRAP et SOS Racisme d'avoir tenu sur RTL des propos racistes et machistes à l'encontre de Christiane Taubira. Éric Zemmour persiste et signe aujourd'hui et dénonce les professionnels de l'indignation. Je voulais vous le faire réentendre. Vous savez, il y a dans ce pays des professionnels du chocage, de l'indignation tarifée. Ils passent leur temps à vous faire des procès d'inquisition. C'est des torquemadas de café du commerce qui essayent de me brûler en place de grève régulièrement. Vous savez, quand j'attaque Taubira, c'est ni la femme que j'attaque, ni encore moins évidemment la femme noire que j'attaque. Je ne suis pas d'accord avec une politique.
Marine Le Pen soutient Éric Zemmour, vous aussi ? Bah oui, je le soutiens parce qu'on a bien besoin de lui dans un monde médiatique, un paysage audiovisuel français, comme on dit, tellement uniforme du point de vue idéologique. Tous les matins, on allume la radio, tous les éditorialistes ils disent la même chose. Tous. Sauf Zemmour ? Bah quasiment. C'est regrettable, hein, mais c'est incroyable, mais c'est comme ça. Vous écoutiez la radio en 2005 pendant la Constitution européenne, tous les matins sur toutes les radios, publiques, privées, vous disiez qu'il fallait voter oui. Donc on a besoin de voix un peu dissonantes, et d'ailleurs très populaires, parce que les Français aiment quand il y a une voix dissonante qui leur ressemble, qui ressemble à ce qu'ils pensent. En l'occurrence, il a émis un jugement politique sur Mme Taubira. Voilà. Il critique la discrimination positive. Est-ce qu'on a le droit de critiquer la discrimination positive ? Je crois que oui. Il pense comme vous, Éric Zemmour ? On a sûrement des points de divergence, je ne sais pas exactement ce qu'il pense sur tous les sujets, mais moi je considère comme lui que la discrimination positive, donner des passe-droits en fonction de la couleur de peau, c'est anti-républicain, parce que moi je suis pour la méritocratie républicaine et l'égalité républicaine, c'est ça la tradition française. Merci. Le reste c'est la tradition américaine. Merci beaucoup Florent. Merci d'avoir été notre invité, et CSA oblige, eh bien voilà vos concurrents sur le terrain dans la 6e circonscription de Moselle. Réponse le 10 ou le 17 juin, ça dépend si vous êtes ou non au second tour. Merci à vous. Merci.